Bonjour à tous, on est leader européen, mes collègues sont leaders mondiaux. Merci, on n'est pas encore là, on y sera mais pas encore. Bonjour à tous, avant de commencer à parler plus concrètement du four électrique, je vous propose de voir le four électrique et je vous ai ramené une petite vidéo de Cognac, comme on n'y est pas aujourd'hui. Est-ce qu'on peut lancer la vidéo? Oui, c'est toujours le moment de solitude. On a le son, c'est déjà pas mal, super. Donc bonjour à tous, donc je vais vous parler du four électrique. Avant de rentrer dans le sujet du four électrique, pour replacer notre vision stratégique chez Verallia, très clairement, on pense et on est persuadé, comme beaucoup dans cette salle, que le verre est meilleur des matériaux. Effectivement, grâce à son côté inerte, qui permet d'assurer une sortie alimentaire parfaite pour les contenus des emballages, pour ce côté recyclable, qui est un sujet sur lequel on avance et on continue à avancer chez Verallia, pour sa capacité à s'adapter aux formes besoins de nos clients, une capacité à aider l'industrie dans ses exports mondiaux et promouvoir les produits français à l'étranger en particulier, mais il a un défaut. Il faut qu'on le regarde en face, et on l'évoquait ce matin, c'est effectivement son empreinte carbone et sa consommation d'énergie. Et donc, chez Verallia, ce sujet, on l'a mis au cœur de notre stratégie. Cœur de notre stratégie parce on est persuadé qu'il est existentiel. C'est-à-dire que notre conviction, c'est qu'à 2040, 2045, 2050, soit on a réglé ce sujet, soit on est en risque de ne plus pouvoir opérer des usines qui émettent autant de carbone. Et si on n'est plus capable d'opérer nos usines, ça veut dire qu'on a un problème d'existence. Et donc, c'est à ce titre que la décarbonation est au cœur de notre stratégie. On s'est engagé pour réduire nos émissions de CO2, des réductions de 46% en 2030 par rapport à nos émissions de 2019, à la fois sur le scope 1 et 2, mais aussi sur le scope 3, et une ambition à moyen terme, à 2050, pour atteindre le net zéro. Et donc, ces ambitions, comment ça se traduit concrètement? Ça se traduit à travers 3 piliers. On en parlait ce matin, je ne reviendrai pas dessus, mais d'abord le recyclage, récupérer, traiter
et réintroduire un maximum de verre recyclé dans nos fours, que ce soit des verres blancs, des verres extra blancs, des verres colorés. Et donc c'est un vrai sujet sur lequel on travaille, parce qu'en plus d'être le leader européen des pots et des bouteilles, on est le plus gros recycleur de verre européen. Premier axe. Deuxième axe, la décarbonation de nos fours, et j'y reviendrai dans un instant. Et troisième axe, l'éco-conception, avec 2 sous-dimensions. La première, l'allègement pour l'usage unique, d'accord ? Mettre sur le marché des produits standards et des produits de spécialité de plus en plus légers. Et on a notamment lancé cette année une bouteille de Bordeaux à 300 grammes qui était 25% plus légère que la suivante. Et le réemploi pour permettre l'accélération du réemploi et de l'introduction du réemploi en France. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, et ce pourquoi je suis sur scène, c'est pour vous parler de la décarbonation de notre activité. Alors, vous l'avez vu dans la vidéo, le four électrique de Cognac qu'on a donc lancé l'année dernière, qui est donc en production depuis, on l'a démarré en mars, il est en production depuis avril 2024 et il produit tous les jours des bouteilles de qualité. Ce four, pourquoi c'est une première mondiale ? Parce que c'est le premier four au monde qui adresse le marché des bouteilles et des pots. Et il est 2 fois plus gros que le deuxième four électrique mondial dans le verre creux. Et donc, il y avait un certain nombre de difficultés techniques auxquelles on a fait face. On a surmonté avec notre partenaire d'ingénierie FIV pour mettre en place ce four. Donc, ce four, c'est 62 millions d'euros d'investissement. C'est une réduction d'émissions de CO2 de 60%. C'est un four qui marche tous les jours uniquement avec de l'électricité. Et il produit, vous l'avez vu, 300 000 bouteilles par jour, l'équivalent de 180 tonnes au maximum pour des bouteilles de blanc et d'extra blanc. Alors, c'est quoi la différence fondamentale entre un four électrique et un four traditionnel ? Un four traditionnel, celui que vous avez sur la droite, le four qui alimente la grande partie des fours verriers en France, c'est un four à fusion horizontale. C'est-à-dire que vous introduisez sur la gauche les matières premières, vous avez une grande flamme par le dessus qui vient amener de la chaleur à ces matières premières, et vous êtes capable de fondre la matière, d'accord, donc d'avoir une matière homogène, et ensuite capable d'amener au niveau d'affinage, donc enlever les petites bulles à l'intérieur, au niveau correct pour être capable de produire les différents produits. D'accord ? Four traditionnel. La caractéristique de ce four, c'est en général 80-90% de gaz et 10 à 20% d'électricité. Le passage en électrique, c'est d'abord un passage 100% électrique, donc il n'y a plus de gaz. Et vous passez d'une piscine, parce que finalement c'est une grande piscine pour enfants, 1,20 m de profondeur, à une piscine pour adultes. Ça fait 4 mètres de profondeur, et vous avez à l'intérieur du bain en fusion des électrodes qui vont vous permettre de passer de l'énergie dans le verre. Parce que le verre a cette caractéristique qu'à basse température, il est isolant, et à haute température, il est conducteur. Et donc vous êtes capable, de ce fait, de transmettre l'énergie dans le verre. Donc 4 mètres de profondeur, et là on est sur un four à fusion verticale. C'est-à-dire que vous avez vu dans la vidéo, la matière première vient sur le dessus du bain de fusion et va s'enfoncer au fur et à mesure dans le four pour avoir en fond de cuve du verre homogène et affiné. Et le passage de la technologie de droite à la technologie de gauche, ça vous permet de réduire de 60% les émissions de CO2. Et c'est l'élément majeur qui nous a conduit à faire ce choix. Mais il y a un deuxième combat qui va arriver, selon nous, après le CO2, c'est l'énergie. Et l'intérêt de cette technologie, c'est que c'est aussi plus efficace en termes de consommation d'énergie. Pour faire simple, et certains spécialistes de la salle me contrediront, pour faire simple, une flamme qui chauffe un bain de verre, c'est à peu près un rendement de 75%. Donc 75% de l'énergie part dans le bain de verre et 25% ailleurs. Le rendement énergétique d'un four électrique, c'est 95%. C'est-à-dire que 95% de l'énergie part dans le bain de verre. Et donc non seulement il émet moins de CO2 grâce à une électricité décarbonée, mais en plus, il consomme moins d'énergie. Donc, une grande première avec ce four électrique qui marche très bien. C'était un pari, on l'a réussi et on est très fiers de ça.
Ce four électrique, c'est un premier jalon de notre stratégie de décarbonation et je pense que c'est important de comprendre qu'il n'y aura pas une technologie qui va permettre de résoudre tous les challenges qu'on peut avoir sur la décarbonation. Et chez Verallia, on a 3 projets pionniers qui sont menés en parallèle sur cette décarbonation. Le four électrique de Cognac, qui est une réalité, d'accord, qui produit tous les jours pour nos clients. Et en parallèle, on a 2 autres projets qui sont en train d'être mis en œuvre. Un projet en Espagne, où on va lancer un four hybride, 80% d'électricité, 20% de gaz, donc on inverse les proportions classiques, et donc qui démarrera au 2e semestre, en 2025, et un four hybride en France, à Saint-Romain-le-Puy, qu'on va concevoir, puisqu'on a les capacités chez Verallia, non seulement d'opérer les fours, mais aussi de les concevoir. Et donc, à partir de ces 3 projets pionniers, un four électrique qui va adresser les marchés de blanc, des fours hybrides qui vont adresser les marchés de verre coloré, on aura une gamme de solutions qui va nous permettre d'accélérer notre roadmap de décarbonation. Et en parallèle de ces projets pionniers, on travaille évidemment sur les autres alternatives. De l'hydrogène, on vient récemment de lancer une usine en Allemagne qui va fonctionner avec de l'hydrogène vert, du syngaz, donc du gaz qui est récupéré à partir de combustion de bois, du biofuel, pour être capable, dans toutes les stratégies et toutes les technologies, d'avoir des fours 100% décarbonés quand il s'agit de l'énergie. Donc voilà, donc, pour illustrer ce que Jacques évoquait ce matin, la décarbonation, c'est concret, c'est en France, on est très content d'avancer sur ces sujets-là, on est très content que ça soit fait en France, et ça marche. Merci, merci beaucoup. On va passer aux questions de la salle. Moi, j'ai une première question, comme ça, en voyant votre dernière slide. Comment est-ce que vous voyez à terme le mix énergétique entre vos fours? Quelle sera la proportion d'électrique, d'hybride? Est-ce que c'est peut-être trop tôt, d'ailleurs, pour y répondre? Non, la vision qu'on en a, c'est les fours électriques, c'est la technologie la plus efficace et la plus décarbonée, mais pour des problèmes techniques, électriques d'ailleurs, pour des problèmes techniques, ils s'adressent essentiellement aux verres oxydés, donc c'est les verres blancs, verres extra blancs et éventuellement les verres bleus. Et donc, c'est une solution technique qui ne peut, à l'heure actuelle, que s'adresser sur ces verres-là. Et les fours hybrides sont un peu moins efficaces en termes de décarbonation, mais ils ont une grande flexibilité, puisqu'ils sont capables de faire l'ensemble des couleurs. Et donc, en fait, le mix entre la proportion de fours 100% électriques et de fours hybrides va essentiellement dépendre de l'évolution des marchés finaux. Si on a des marchés finaux qui vont plus vers des couleurs de blanc, d'extra blanc, de bleu, et ben on aura une proportion de fours électriques qui va monter. Et si on a des marchés finaux qui vont plus sur des teintes de verte, de feuilles mortes, de cannelle, de jaune, d'ébène, toute la gamme de verts colorés qu'on peut avoir, on va plutôt aller sur des fours hybrides. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, madame. Hop, le micro arrive. Bonjour, Sharon Vachbrot, je travaille au quotidien Les Échos. 2 questions, merci pour votre présentation. La première, on voit la décarbonation ralentir un petit peu partout. On a l'impression que ce n'est pas votre cas. Alors, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas votre cas? Est-ce que c'est des aides à l'investissement? Est-ce que c'est un contexte de marché différent? Vous avez investi dans l'hydrogène aussi, voilà, où le coût est assez élevé. Donc, qu'est-ce qui fait que ces investissements continuent et se poursuivent? Et la deuxième question sur spécifiquement le Cognac. Comment a évolué votre facture d'énergie par rapport au four précédent dont vous disposiez? Voilà, merci. Très bien. Première question. Pourquoi on continue à avancer? Moi, je dirais 3 éléments majeurs. Un, je le mentionnais, l'élément existentiel et stratégique de la décarbonation, où il y a un vrai risque pour notre industrie. Et donc, il faut qu'on avance. 2, je pense qu'il y a un élément qui est clé, qui est la récurrence d'investissement qu'on a dans notre industrie. Jacques l'évoquait ce matin, il ne faut pas rater les créneaux. Un four, c'est 10 ou 15 ans. Mes collègues en opèrent certains qui durent jusqu'à 20 ans. Mais pour faire simple, c'est 10 ou 15 ans. Et donc, si vous n'êtes pas prêt en 2030-2035, avec des technologies validées, éprouvées, vous ne pourrez pas passer à l'échelle. Et chez Verallia, nous, on a 63 fours. Et donc, le passage à l'échelle, il faut qu'on soit sûr de nous. Et donc, on a une nécessité d'avancer sur nos projets pionniers maintenant, pour apprendre, et pour être capable de passer à l'échelle, qui est l'étape d'après qu'on mettra en œuvre entre 2030 et 2040. Et la 3e raison, c'est qu'on a des clients qui nous aident.
il y en a un certain nombre dans la salle, qui sont très moteurs, qui nous poussent et qui portent avec nous ces objectifs de décarbonation. Et donc, ce n'est pas les verriers seuls dans leur coin, c'est tout l'écosystème qui avance, nos fournisseurs, nos clients, et on avance ensemble pour avancer. Et effectivement, on est main dans la main avec nos clients sur ces sujets-là, et sur le four de Cognac en particulier. Alors ça, c'était la première question. Du coup, j'ai oublié la deuxième. La deuxième était sur le coût de l'énergie. Le coût de l'énergie. Le coût de l'énergie, ça dépend vraiment en fait, du coût relatif de l'électricité et du gaz. Et comme en fait, vous passez d'un mix énergétique 80% gaz, 20% électricité avant à un mix 100% électrique, ça va dépendre complètement du coût relatif du gaz par rapport à l'électricité. Et donc des sujets sur lesquels je pense on reviendra cet après-midi, en particulier les problématiques de compétitivité et d'accès à l'énergie électrique, mécanismes post-AREN et ce genre de choses, qui effectivement ont des implications d'ordre 1 sur la facture d'énergie après la transformation. Donc ça dépend des cours du gaz et de l'électricité, et je ne sais pas comment ils vont évoluer. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on décarbone. Il y a une autre question tout devant. Oui, bonjour, Michel Beaufumé. Je voudrais savoir si vous avez rencontré des difficultés avec le four de Cognac pour la maîtrise du processus de fusion. J'imagine que ça ne s'est pas passé tout seul, vous avez dû faire sûrement pas mal d'études, mais concrètement, comment est-ce que ça s'est passé? Alors, si c'est pas indiscret. Non, moi, je vous dirai pas tout, mais je vous dirai l'essentiel. Évidemment, c'est un gros projet industriel, c'est une première mondiale. Et de vous dire que tout s'est passé sans à-coup, ça serait mentir. On a pris un certain nombre de risques et on a fait les études avant d'analyse, de modélisation des fours électriques. On a travaillé avec notre partenaire FIV sur ces sujets-là et on a pris un certain nombre de solutions techniques, à la fois pour sécuriser le processus de fusion et faire des choix ambitieux à certains moments. Donc évidemment, on a fait face à un certain nombre de difficultés, pour ceux qui sont experts de stabilisation de la croûte en particulier. Donc la croûte, c'est la matière première qui est sur le dessus, le dessus du four, et réussir à trouver le point d'équilibre de cette croûte-là. Évidemment, on a appris, mais à l'heure actuelle, on a trouvé les points de fonctionnement qui vont bien dans les différentes plages de fonctionnement du four, donc quand il tire fort, mais aussi quand il tire de manière plus faible. Et un des enjeux sur les fours électriques, c'est de gérer les tirées un peu plus faibles. Donc il fonctionne bien. Est-ce que le suivant sera exactement la copie conforme de celui-là? Non. Et ça, j'en suis sûr, on a beaucoup appris. On a énormément appris de ce four électrique. Il y a eu un engagement extrêmement fort des équipes de Cognac, des équipes France, des équipes R&D Monde. Et on a la chance que les équipes R&D Monde soient basées en France. Et donc, il y a eu toute l'entreprise qui s'est mobilisée sur ce sujet-là et qui a permis de faire face aux premières difficultés qu'on a rencontrées et d'apprendre pour le futur. Parce que ces 3 pilotes qui sont là, notre objectif, c'est évidemment que ça soit des fours efficaces, et de livrer nos clients, parce que c'est des vrais fours, c'est pas des petits pilotes dans un coin, mais c'est aussi d'apprendre pour le passage à l'échelle. Donc oui, on a des difficultés, essentiellement autour de la stabilisation de la croûte, et on y a fait face. Et on a trouvé des solutions. Donc à 180 tonnes par jour, ça marche. La question, ça sera quand on va redoubler. Madame. Bonjour, merci. Alissa Demoret, Forme de Luxe. Je vous vois pas. Ah oui, là-bas, pardon, tout au fond. Bonjour. J'avais une question sur le rendu esthétique, le rendu qualitatif des produits qui sortent du four électrique versus le four traditionnel. Quel genre d'ajustement est-ce que vous avez dû faire? Est-ce que la qualité est pareille, exactement pareille? Quels ont été les défis? Donc, d'un point de vue esthétique, le processus de formage de la bouteille est identique. D'accord ? Il n'y a pas de différence en termes de formage. Ensuite, d'un point de vue esthétique, on a les mêmes sujets qu'on a sur tous les fours verriers, qui sont des problématiques d'homogénéité, d'affinage, de verre. Et à l'heure actuelle, on produit avec une qualité de verre qui est correcte et qui est conforme à nos attentes des clients. Qui est exactement pareil. D'accord ? On va prendre une dernière question, monsieur. Alors pour être tout à fait transparent, on produit en blanc, alors qu'avant, le four produisait en extra blanc. Donc la seule différence, c'est qu'avec nos clients, on a décidé d'aller vers une couleur moins carbonée,
moins carboné. Et donc on a ajusté la couleur. Mais ce n'est pas lié au four électrique. Ça, on aurait pu le faire sur un autre four. Mais on a décidé ensemble d'avancer encore plus sur la décarbonation. Donc non seulement on a mis un four électrique qui permettait de décarboner, mais en plus on a avancé sur la couleur blanc qui permet d'introduire plus de verre recyclé. D'accord ? Donc c'est pas exactement les mêmes, parce qu'il y en a un qui c'était de l'extra blanc, et maintenant c'est du blanc. Monsieur ? Bonjour, Claude Bain, Pirex. J'ai deux questions. La première, je ne suis pas sûr de l'avoir capté pendant votre présentation. Quel est l'investissement du four 100% électrique ? 60 millions d'euros. 60 millions ? D'accord. Bon. Et puis la deuxième, c'est dans toutes vos options, est-ce que vous avez, à un moment donné, posé sur la table l'option de dire je reste en gaz, mais je passe en biométhane avec des BPA locaux ? Ça fait partie des options, et vous avez pu voir qu'il y a du biofuel, je n'ai pas marqué biométhane, ça fait partie des options. Je pense que le gros enjeu de tous les bios, d'accord, il y en a deux pour moi. Un, c'est la stabilité réglementaire. Et quand on investit pour 15 ans, la stabilité réglementaire, c'est un sujet d'ordre 1. En France, on est sûr que l'énergie, elle va rester décarbonée, parce qu'elle est essentiellement nucléaire pour j'espère, les 50 prochaines années. Donc la stabilité réglementaire n'existe pas. Par contre, et vous devez suivre, dans tous les biofuels et biométhane, il y a un vrai sujet d'instabilité réglementaire, à savoir si oui ou non, à terme, ces énergies seront toujours considérées comme décarbonées. Et donc, vous avez le choix entre, d'un côté, une technologie où vous êtes sûr de décarboner, et de l'autre, vous n'êtes pas sûr. Premier sujet. Donc voilà. Deuxième sujet, je pense qu'il y a des enjeux, ça sera la disponibilité de tous ces biocombustibles. On voit bien qu'on a la chance d'être dans une industrie qui a des solutions techniques pour décarboner. D'accord ? D'autres industries, on en mentionnait tout à l'heure, d'autres n'ont pas forcément de solutions techniques. Et donc, il va y avoir une course à un moment donné à quelles sont les énergies possibles pour décarboner. Et donc, la disponibilité de ces énergies de biofuel, méthane, il y a une vraie question à moyen terme. À court terme, on va trouver des solutions. Et je l'ai mentionné là, mais on en consomme déjà dans nos fours. Encore une fois, on est sur une vision stratégique. Donc la question, c'est pas de faire un coup pour 2 ou 3 ans, ou même 5 ans. La question, c'est de construire une roadmap pour notre entreprise, et je l'espère pour la filière, et la plupart de nos collègues sont en train d'avancer, à long terme. Et donc rester sur une instabilité réglementaire d'un côté et sur un risque de disponibilité, on ne pouvait pas se permettre de mettre tous les œufs dans le même panier. Par contre, on travaille les sujets, on consomme du biofuel dans certains de nos fours, on développe des technologies de syngaz. Donc encore une fois, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'enferme dans une technologie, mais qu'on travaille l'ensemble des possibles. Je ne crois pas à la solution miracle. Je crois à la multiplication des technologies pour atteindre l'objectif. Pour conclure, puisque vous avez ouvert la porte sur les autres alternatives décarbonées, vous avez un projet de pyrogazéification. Est-ce que vous pouvez dire juste un mot de ce procédé ? Parce qu'effectivement, ce ne sera pas porté par d'autres intervenants, donc on est assez curieux. Très bien. Le sujet qui nous avance, vous l'avez compris, pour les verres foncés, on est obligé d'être en hybride. Donc 80% d'électricité, on vient d'en parler, on a la chance en France d'avoir une énergie électrique décarbonée, donc cette partie-là est réglée. Reste 20% qu'il faut continuer à amener par le dessus via une flamme. Et donc, on travaille pour décarboner ces 20% aussi, parce que notre ambition, c'est bien un net zéro. Et une des solutions sur lesquelles on travaille, c'est vous l'avez prononcé. Pyrogazéification. Voilà, merci. Et donc, quel est le but ? C'est de brûler du bois de recyclage pour récupérer le monoxyde de carbone et d'utiliser le monoxyde de carbone pour amener l'énergie dans le four et d'avoir 20% de l'énergie du four. Et le projet qu'on vient de lancer à Cognac, ça va être une capacité à amener 20% de l'énergie du four via ce monoxyde de carbone, qui sera une énergie décarbonée puisqu'elle revient de récupération de bois recyclé. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir Pierre-Henri Desport. Merci beaucoup.